Castro. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nouveau débrief de la 21e journée de Ligue 1. Monaco qui recevait hier soir au Louis II Strasbourg, un match qui était censé lancer de bonnes choses pour l'équipe et malheureusement un match qui aurait été un fiasco total. Monaco s'est incliné à domicile 3-1. Et avec moi pour débriefer cette rencontre, il y aura Adrien. Salut Adrien. Salut Rome et salut à tous ceux qui sont encore en vie en ce dimanche 26 janvier. Une date à marquer d'une pierre noire. Ouais, surtout le 25 aussi. Mais je crois que le match contre Strasbourg était aussi pile à la même période, je crois, un an après pratiquement. Oui, c'est vrai qu'on en parlait dans la semaine. Forcément, il y avait ce mauvais souvenir de l'année dernière avec cette humiliation 5-1 à domicile. On espérait tous un coup de mieux. Au final, on n'a pas vu grande différence avec la prestation de l'an dernier. Avant de rentrer justement sur cette rencontre d'hier soir, on va commencer comme d'habitude par les 3 points, Adrien, et je vais te laisser évidemment débuter. Alors, premier point, il concerne véritablement le match et on va dire l'ambiance, c'est-à-dire qu'après les 2 confrontations face au PSG, c'était censé être le retour aux affaires. Finalement, la soirée d'hier, c'était plutôt un retour aux enfers, où on s'est vraiment vu en tout début de saison, les matchs de début de saison ou l'année dernière, sans inspiration, sans créativité. J'ai assisté vraiment à une bouillie de foot hier de la part de l'équipe de la Principauté, mais surtout une bouillie tactique. Une nouvelle fois, l'impression que l'équipe en face est rodée tactiquement, qu'elle est supérieure dans tous les domaines, cohérente dans son organisation et ses mouvements. Voilà, un coach sans réponse. J'incrimine pas le coach, hein, c'est aussi les acteurs sur le terrain. Mais voilà, c'est vraiment l'impression qui se dégage, c'est qu'en face, tu as l'impression que tu as affaire à une équipe quasi redoutable et que voilà, que tu n'avais même pas le droit d'espérer quoi que ce soit de ce match en fait. Ouais. Mon deuxième point, c'est les absents qui nous causent du tort. Alors certes, j'ai vu beaucoup également parler de la suspension de Keita Baldé. Bien sûr, je l'inclus dans ces absents, parce que force est de constater que c'était quand même un joueur qui était presque décisif à tous les matchs dernièrement, sur toutes ses sorties, en tout cas des sorties convaincantes, plutôt convaincantes on va dire. Mais la véritable absence pour moi sur un match d'hier, c'est celle d'Islam Slimani, notre, on va dire un peu le joueur décisif, hein. Je le rappelle quand même qu'en 15, il est pratiquement décisif à chaque match, toutes les 80-87 minutes il me semble. Et surtout donc sur cette configuration de match avec une défense vraiment regroupée, des joueurs robustes, il nous fallait quelqu'un de costaud pour apporter du poids devant. Est-ce que Ben Yedder, orphelin de Slimani, ils s'en étaient très bien sortis au parc contre Lille aussi. Mais là, voilà, c'est vraiment sur le genre de match où j'attendais ce duo et où cette absence nous a cruellement manqué. Oui. Enfin, le dernier point, ça concerne l'organigramme plutôt du club, sa gestion, la gestion on va dire de la haute instance, on va dire du club, dont le terrain et surtout la mentalité des joueurs aussi peuvent en être le reflet. C'est le flou. Il y a vraiment une mauvaise gestion, on le répète, depuis. Il n'y a pas eu un mercato réussi depuis 2016. Et parce qu'en parallèle de la déculottée d'hier, il y a aussi une annonce mercato, comme quoi Aurélien Tchouaméni, le joueur de Bordeaux, un jeune joueur, a un accord avec le club et l'accord entre Girondins et Monégasque autour de 20 millions. Et donc, du coup, je demande tout simplement qu'un directeur sportif pose ses valises en Principauté, parce que là, ça rime vraiment plus à rien.
Oui, on y reviendra un petit peu sur peut-être la politique globale du club. Moi, ça sera également dans un de mes points. Justement, moi, mes points, j'ai essayé de les catégoriser par, selon moi, ordre d'importance pour expliquer le fiasco d'hier, mais le fiasco un peu plus global depuis plusieurs années. Donc le premier point, ça sera au niveau, j'ai mis les coachs, parce que du coup, on peut englober également Jardim et Thierry Henry qui aura fait un passage chez nous. Pour en revenir un petit peu plus à la rencontre d'hier, du petit questionnement quand même au niveau de la composition, la titularisation de Gil Dias, de nouveau la titularisation d'Heinrich et surtout la non-titularisation d'Aguilar qui du coup n'a même pas la chance de pouvoir montrer quelque chose et se montrer. Et puis évidemment toujours le cas Cesc Fabregas qui pose problème, qui pose débat. On sait de toute façon tous les coachs ont leur petit chouchou entre guillemets, ou en tout cas leur préférence, leur choix à tout niveau. En tant que Français, je crois qu'on est bien au courant. On voit ce qui se passe en équipe nationale avec un certain numéro 9. Le problème et la grosse différence, c'est que même si ce choix-là en équipe de France est grandement critiqué, ça gagne. Donc c'est compliqué d'aller contre. Là, le souci, c'est qu'en plus, c'est criant sur le terrain qu'il y a un vrai problème de niveau de ces joueurs-là. Également, pour revenir à la rencontre d'hier, un coaching peut-être un petit peu tardif, du coup, il aurait peut-être fallu faire un ou deux changements dès la mi-temps. Du coup, mon dernier petite sous-partie sur les coachs, c'est un petit coup de gueule par rapport aux réseaux sociaux, alors essentiellement Twitter, parce que c'est là évidemment où il y a le plus de choses. Maintenant, c'est réellement le réseau leader sur ce genre de choses, et l'enflammade constante sur Moreno et les comparaisons incessantes par rapport à Jardim, la moindre vidéo d'entraînement, la moindre vidéo de physique. Tu vois les joueurs faire des activités avec élastique, avec ballon, pour éviter les contacts, pour travailler les réflexes. Tout est absolument génial, parce qu'avant on le faisait pas avec Jardim, et ceci et cela. Je trouve ça absolument insupportable. Également quand Bakayoko fait une interview et qu'il explique juste que en fait oui, la méthode a changé et qu'elle est différente et que elle est peut-être un peu plus intense qu'avec Jardim. Il n'empêche que avec cette méthode-là, Bakayoko a gagné aussi. Donc le côté, maintenant c'est beaucoup mieux, tout était de la faute du coach, c'est un petit peu redondant et ça devient un petit peu fatigant. Moreno fait certainement des très bonnes choses, sa vision globale du football est plutôt une bonne chose, mais il ne faut pas non plus à chaque fois s'emballer sur tout et n'importe quoi. Et justement, j'en viens à mon deuxième point, qui sont donc les joueurs. Parce que comme je l'avais dit lors du CM sur l'éviction de Jardim et l'arrivée de Moreno, pour moi de toute façon le plus important c'est les joueurs, c'est l'impact des joueurs, c'est l'envie des joueurs. Donc Jardim est parti parce que visiblement le discours ne passait plus auprès des joueurs, et j'avais expliqué que pour moi c'était la seule raison réellement viable qui avait décidé le licenciement de Jardim, parce que c'est vrai que si les joueurs ne répondaient plus favorablement à son discours, il fallait s'en séparer. Visiblement, peut-être que le discours du coup de Moreno ne passe pas non plus, mais je ne pense pas. Je pense qu'en fait le vrai problème c'est les joueurs qui n'arrivent pas à se motiver, les joueurs qui ont, je pense, un talent intrinsèque quand même certain. Je reste persuadé qu'au niveau de l'effectif, même s'il y a des manques dans l'effectif, comparé aux autres effectifs de Ligue 1, excepté Paris, l'effectif a quand même beaucoup de gueule, et que malgré la compo d'hier, t'es quand même censé faire mieux à domicile face à Strasbourg. Mais il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de grinta, il n'y a pas de dépassement de fonction, je sens pas de leader, et sur le terrain, et certainement du coup en dehors du terrain. Donc du coup, moi j'en veux essentiellement aux joueurs, et pas à Moreno. Et du coup, ça en vient au troisième point, et c'était également ton point sur la politique plus globale du club, et qui au final est certainement le vrai problème et le vrai fond du problème dans tout ça, à savoir maintenant tout simplement la vision en fait que donne le club aux nouveaux arrivants. On était un tremplin pendant plusieurs années, ça faisait pas forcément plaisir à beaucoup de monde d'être le club par lequel tu passes pour ensuite aller ailleurs, mais les résultats étaient quand même plutôt là. On savait que malheureusement les joueurs on n'allait pas pouvoir les garder longtemps, mais au moins on avait la chance de vivre des bonnes saisons. Maintenant j'ai vraiment l'impression que les joueurs passent dans notre club, mais qu'ils ont aucune envie réellement de faire de bonnes choses. Il y a un problème, je pense aussi,
Il y a un entassement, un empilement de joueurs, c'est la gestion, Il y a un effectivement. empilement de joueurs, après ça, honnêtement, ça m'a jamais dérangé. Les personnes qui disent on a 75 joueurs sous contrat, je m'en fous de ça, honnêtement, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le groupe pro, c'est celui qui travaille à l'entraînement. Qu'on ait 30 joueurs prêtés aux quatre coins de l'Europe, oui, ok, c'est certainement pas une très bonne chose, mais c'est pas non plus le fond du problème pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que plutôt que viser large et ramener des kidams et de faire que des erreurs de casting, peut-être mieux travailler sur certaines pistes plutôt que d'en prendre 10 en même temps, quoi. Voilà. On est d'accord aussi, je suis d'accord malgré tout sur ça. Le problème de la communication du club qui est absolument inexistante, mais ça ne date pas d'hier. Le rapport que le club a quand même avec beaucoup de médias, essentiellement avec Canal+, qui est quand même pas une bonne chose. Avec tous les médias. Le fait de ne pas vouloir parler, de refuser les interviews bord terrain, c'est quand même pas une très bonne chose. Depuis le départ de Vadim, qui pour moi quand même était la figure du club, on n'en a plus en fait. On n'a plus de figure Vadim. Alors Vadim a eu énormément de défauts, évidemment, cette histoire des 10%, etc. Il n'empêche que pour moi quand même il incarnait le club. Il y a eu quand même 2-3 sorties médiatiques de sa part, on se rappellera évidemment tous, et d'ailleurs c'est dans le générique de sa sortie après le 1-3, la saison du titre face à Lyon. Et c'était quand même un joueur vraiment qui un dirigeant qui incarnait le club, et au final Petrov ne le fait pas du tout, et c'est pour ça que j'avais noté entre guillemets un mini comparatif avec le PSG, parce que souvent le PSG, ce qu'on leur reproche, ou en tout cas une des raisons pour lesquelles on considère qu'ils n'arrivent pas à passer le cap en Ligue des Champions, c'est justement que le club est mal structuré, que Nasser est trop ami avec les joueurs, etc. Donc les raisons sont pas les mêmes. Il n'empêche que au bout du bout, au niveau de la politique, on a également un problème réel de politique globale. Et d'ailleurs, tu parlais de la potentielle arrivée de Tchouaméni en provenance de Bordeaux. Moi, je vais parler aussi du possible départ de Ben Yedder au FC Barcelone. C'est une rumeur qui enfle quand même un petit peu là depuis très peu de temps. On sait que le Barça a de gros problèmes en attaque, que Suarez est out jusqu'à la fin de saison. Donc ils cherchent ce type de joueur. Ils auraient proposé 80 millions d'euros. Alors ça après je vois pas trop comment, parce qu'il faut se rappeler quand même que le Barça, ils ont énormément claqué d'argent dernièrement, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu prendre Neymar par exemple. Est-ce qu'ils peuvent réellement refoutre 80 millions d'euros? J'en sais rien. Mais par contre, s'ils les proposent réellement, est-ce qu'on sera pas tenté de vendre Ben Yedder? Et là, du coup, ça serait un aveu de faiblesse terrible, parce clairement, là, on se séparerait de notre meilleur élément. Donc, pour récupérer 80 millions, ok, mais si c'est pour prendre 4 Tchouaméni à 20 millions... Ouais. Déjà que 20 millions, c'est quand même énorme pour un joueur qui a aucune référence. Moi, je suis peu emballé aussi par ce profil-là, qui est toujours pas un 6 pur et dur comme on en aurait besoin, par exemple. Mais bon, enfin voilà. Après, les jeunes de Bordeaux, je me souviens de Youssouf aussi, Zaïdou Youssouf, qui a signé à Saint-Etienne en début de saison, qui est bon, mais pas intermittent. On va avoir exactement le même type de joueur. Bref, pour en revenir à ce que tu disais non, mais du coup, attends, sur Vadim. Non, mais du coup, voilà, c'était juste pour conclure. Voilà, c'est mes 3 points. Et pour moi, l'ordre d'importance, c'est celle-là, le coach. Et je le mets en premier parce que j'étais le premier à ne pas spécialement cracher sur Jardim. Coachs. Je ne le ferai pas. Oui, mais du coup, les coachs, je ne le ferai pas spécialement non plus pour Moreno, parce que pour moi les joueurs ont beaucoup plus de choses de responsabilité et de choses à se reprocher. Et enfin voilà, certainement ce qui est la raison principale, c'est la politique globale du club, et que maintenant en fait le club a plus trop d'identité. Les joueurs y viennent et y passent, mais sans réelle envie, et que du coup on est dans un marasme maintenant qui perdure, et que du coup ça demande, je pense, un réel changement de fond, mais des changements, comme tu l'as dit, intelligents, que ce soit au niveau des joueurs, mais également dans l'organigramme du club. Voilà. Ouais, et tu vois, Vadim, depuis qu'il a quitté Monaco, en fait, pour autant on le voit toujours, en fait. C'est-à-dire qu'il est présent, même sur la scène médiatique. Alors il est dans autre chose maintenant, même s'il est plus dans la relation joueur, et un rôle un peu d'intermédiaire, presque d'agent. Mais je le vois encore plus que tous les gens qui sont au club et qui ont pour but quand même de communiquer ou de faire quelque chose pour Monaco, tu vois. Et c'est vrai que voilà, Vadim, c'était une figure médiatique, et ça manque terriblement. Après, il a eu le droit à s'exercer un petit peu Ligue 2, Ligue 1.
Petrov, lui, il arrive directement dans le bain aussi en Ligue 1. On a dit que c'était un profil similaire. Il y a besoin d'apprentissage également, mais bon. C'est vrai que la politique du club, en tout cas l'organisation, fait que on a eu un accident. On a pensé que c'était un accident industriel l'année dernière et qu'on l'a échappé de belle, mais franchement, sans Ben Yedder, sans Slimani, on n'est pas loin de faire la même chose cette année en vrai. Hein. Et sans un niveau Ligue 1 dérisoire, on serait quand même pas loin de ce type de résultat. Oui, à coup sûr. À coup sûr. En tout cas, on va pouvoir, malgré tout, également passer à la rencontre à proprement parler d'hier. Et c'était évidemment dans nos points, Adrien. On va commencer par la compo d'équipe. Une compo qui a fait beaucoup débat avant la rencontre. Donc évidemment, c'est toujours peut-être un petit peu sévère d'émettre déjà des opinions négatives avant le match. Malheureusement, ça a donné raison à pas mal de monde, quoi. Ouais. Pourtant, c'était un 4-4-2 qui était annoncé. Enfin, dans les compos probables qu'on vous avait diffusé le jour même. Un 4-4-2 avec une doublette Jovetic-Ben Yedder. Donc c'était assez réjouissant. Et en fait, sur la compo qui tombe, t'as tout autre chose. Et puis t'as des joueurs aussi qui refont surface alors que tu pensais t'en être débarrassé ou que le match de coupe était simplement un peu de turnover et de faire jouer ce type de joueurs-là. Mais bon, force est de constater que Moreno, en fait, continue sur ce 4-2-3-1, on va dire, ou 4-3-3, ou chacun voit midi à sa porte. Oui. Avec notamment dans l'entrejeu un joueur qui fait clairement pas l'unanimité et qui toutes les semaines renvoie au même débat, à savoir que fait Fabregas encore. Enfin bon, on faisait déjà des points, des flops depuis très longtemps nous sur Radio Diagonale sur ce joueur, mais je pense que Moreno aussi se condamne lui-même en voulant absolument confier les clés du camion à Fabregas, ou en voulant le mettre dans des dispositions en fait que lui ne peut pas assurer tout simplement. Pour en revenir du coup à la compo, c'était Lecomte dans les cages, pas de surprise. La charnière reste inchangée, Glick-Maripane. Henriks retrouve un poste de titulaire. Donc voilà, il aura joué tous les matchs de Ligue 1 pour le moment sous Moreno, et même le match de coupe contre Reims. Et à gauche, Ballo-Touré. Ensuite, tu l'as dit, un milieu à 2-3 avec Golovin, Bakayoko, Fabregas, ça ne bouge pas. Et puis devant Rome, on avait 3 joueurs, et dont un, je pense, où tu as envie d'en parler. Oui, Dias. De toute façon, Dias, je suis pas son chouchou. Je suis pas son premier fan, loin de là. J'étais très déçu de le voir aligné. Pour le coup, moi, lui faisait partie des choix que je reprochais à Jardim. Bon, visiblement, je pensais qu'il était clairement écarté de l'équipe. Alors, comme tu l'as dit, il manquait Baldé. Donc, on peut se poser la question, si Baldé avait été là, il aurait certainement été sur le banc, Dias. Mais je pense qu'il y avait une autre solution. Je pense que Jovetic devait être titulaire. Et peut-être mettre Golovin... Mais un tout autre schéma, ouais. Et Golovin sur l'aile gauche, ouais. Ouais, mettre Golovin sur l'aile gauche. Peut-être mettre Adrien Silva à la place de Fabregas. Je sais pas, Henrich aussi, comme je l'ai dit, je me pose la question de est-ce qu'il faudrait pas peut-être donner sa chance quand même un petit peu à Aguilar, même si Henrich n'a pas été le pire hier, mais voilà, pour moi réellement Dias Fabregas en tout cas c'est vraiment problématique, et je pense qu'il faut les sortir de l'équipe le plus rapidement possible, même si d'autres joueurs sont aussi incriminés, et il peut pas non plus s'en sortir les 11 quoi. Mais en fait tu remarques que t'as pas tant de choix que ça. Et surtout devant, où le manque de profondeur, c'est là où je dis les absents nous ont causé du tort, Keita, Baldé et Slimani, parce que c'est le secteur offensif. Mais d'un côté, tu as aussi Jean-Kévin Augustin qui, du coup, on l'a appris, le club à rompre du coup le prêt et devrait s'engager à Leeds aux côtés de Marcelo Bielsa. Ce qui fait qu'en fait, t'as rien sur le banc dans le secteur offensif, quoi. T'as juste Jovetic et Bosquilla qui pourrait jouer un poste d'ailier ou de meneur de jeu excentré, mais voilà. Oui, enfin t'as juste Jovetic, c'est quand même déjà pas mal, quoi, tu vois. Oui. Non mais bien sûr, mais
Je veux dire, sur les ailes ou tu vois, pour faire aussi un changement, t'as rien, tu peux rien Tu mets proposer Golovin. pratiquement. Tu mets Golovin. Ouais. Bah, en tout cas, malgré tout, il y avait mieux à faire, même si je suis d'accord, Ah bah, il manquait il y Baldé, avait- il manquait Slimani. Il y avait quand même Jovetic, il y avait potentiellement du coup Adrien pour du coup, vu que tu modifies, tu fais monter Golovin devant. Pour assurer un peu plus d'équilibre, ouais, tu mets Adrien Silva, Bakayoko. Ouais, voilà. Moi, enfin, en je tout pars cas, sur tu fais cette pas ça, compo-là. quoi. Adrien Silva, Bakayoko au milieu, Golovin à gauche, Gelson à droite, et puis devant, tu joues à deux. C'est un match où tu sais que tu vas avoir la possession, tu es à domicile. Voilà, et on l'a vu que Ben Yedder, bah là, tout seul au milieu des grands Golgoth, Djikou, Mitrovic, et il y avait Koné également. Enfin bref, Ouais. il y avait une garde rapprochée, souvent pris un marquage aussi très, très strict sur Ben Yedder. Ce qui fait qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'il a rarement joué numéro 9. Comme d'hab, il a dû descendre presque au poste de numéro 10 parce que le numéro 10 est totalement fantomatique. Donc il a dû redescendre pour toucher des ballons. Et forcément, il va pas être dans la surface ensuite pour les récupérer. Et quand tu fais des centres qui passent au-dessus de sa tête, enfin bon, voilà, il était inexistant, fantomatique, très mal entouré. Et c'était le même mal qu'on retrouvait la saison précédente lorsqu'on disait Falcao est scellé en pointe, ça sert à rien. Mais c'est une question d'animation et des joueurs qui doivent être autour et la façon dont tu te comportes offensivement. Et pour moi, il aurait dû avoir du soutien. Tu te souviens, regarde, quand Carlos Vinicius il jouait avec Falcao, on disait ouais, c'est super. Mais bon, voilà, on est plusieurs à avoir ce postulat au niveau de la radio. On a toujours aimé avoir deux attaquants. On a vu que c'était quand même mieux. Donc voilà, Ben Yedder, il a sorti une prestation XXL contre Paris au Parc, mais il va pas pouvoir réitérer ce genre de prestation à chaque fois, quoi. Surtout si les milieux sont défaillants. Oui, mais donc justement, voilà, ce qu'on est en train de dire, faut pas non plus que ça soit pris de travers, hein. On n'est pas en train de dire que tout est de la faute de Moreno, parce que malgré tout, même avec Dias, même avec Fabregas, ce match-là, à domicile, face à Strasbourg, tu peux faire mieux, t'es censé faire mieux. Et là, c'est pour ça, on va en venir quand même aux joueurs en tant que tels, et au match des joueurs. Le début Ah, de je match... pensais que tu allais me parler de l'ambiance un petit peu autour de Twitter ou par exemple de la prise à partie, comme quoi on mettait de mauvaise ambiance sur Moreno. Moi, je tiens quand même juste à contraster un petit peu. Je vous invite à réécouter aussi le match PSG-Monaco où on était très satisfait du match qu'on venait de voir, même en tant que supporter neutre. Enfin, tu prenais du plaisir de voir un match. On était dans l'euphorie. Enfin, on est clairement pas tombé dans l'euphorie. On a dit que c'était match Canal 21h, on a assisté à un super match, mais on va pas juger Moreno sur un match. C'était super Paris. Ensuite, là, cette défaite, on va pas non plus le condamner. On va laisser du temps. Nous, sur nos comptes perso, on a le droit de troller sur Twitter. C'est un petit plaisir. On le fait nous et on explique pourquoi. Je ne me suis pas caché que l'ambiance délétère a été mise par des anti-Jardim avec des Jardim out et tout. Nous, sur la radio, on n'est ni pro ni anti. On essaie de tendre au maximum vers faire l'objectivité, ce qui est très compliqué quand même, mais on essaie tant bien que mal. Donc c'est important aussi de tempérer un petit peu. Je sais pas si comment vous le ressentez, n'hésitez pas à nous le dire hein, dans les commentaires et tout, mais concrètement, on n'a jamais non plus descendu, enfin fait en sorte, tout fait en sorte un message on va dire une campagne anti-Jardim ou une campagne pro Moreno. On est là, on attend, on analyse ensemble et on n'est pas là pour foutre une mauvaise ambiance en tout cas. Oui, puis on est 7, faut pas oublier, on est quand même 7 membres de la radio, alors 7, Arthur et Quentin sont plus récents et donc vous les avez moins entendus, mais on est du coup nombreux à composer l'équipe et on a chacun des avis différents sur certaines choses, donc le plus simple c'est écouter les émissions. Je pense quand même que le compte Twitter de la radio reste relativement on a toujours été neutre, hein, ouais. On a plutôt neutre. Ouais. Et pour le coup d'ailleurs, si c'était parti dans du Jardim out, j'aurais été le premier saoulé parce que pour le coup moi j'étais plutôt pas spécialement pro, mais j'étais quand même un peu plus pro que par exemple qu'un Boris qui assume lui qu'il était réellement un vrai Jardim out. Donc voilà. Justement, on n'a jamais, enfin, le compte de la radio n'a jamais, et même nous, je pense, nos comptes perso, n'ont jamais contribué à ce climat délétère qui a été instauré. Je vais le dire aussi par Jardim, du fait de sa communication aussi.
qui s'est totalement détaché. Et on l'a dit, on l'a dit dans l'émission où Jardim est licencié et Moreno est annoncé comme coach. On a fait une émission spéciale là-dessus. Je vous invite à la réécouter. On a bien annoncé ce qui s'était passé, mais le climat délétère, en tout cas, on va dire qui a favorisé en tout cas ce climat, sont également la communauté, les supporters monégasques, qui ont été dans l'excès, mais dans l'abus total. Et donc, moi, je le disais, j'ai mis mon profil, je crois, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mon pseudo, si vous voulez, c'était Moreno out du moment où il a signé, mais c'est un pied de nez pour tous les Jardim out qui nous ont mis à toutes les sauces, dans tous les commentaires, dans les trucs qui n'ont rien à voir. Et voilà, nous, en tout cas, avec la radio, on essaie d'être au maximum objectif. On est là pour analyser. On n'est ni pro ni anti parce que c'est une vision, je pense, totalement biaisée. Et pour rendre des comptes aux auditeurs, c'est pas, je pense, la position à adopter en tout cas. Tout à fait. Donc la rencontre, pour en revenir là quand même, et donc la prestation du coup des joueurs. Une début de rencontre où Monaco va quand même se procurer 2-3 occasions, mais malheureusement Adrien, elles vont être mal gérées. J'ai surtout en mémoire une belle situation et très mal finie par Heinrich qui tente une frappe plutôt que peut-être de faire un centre simple pour Ben Yedder qui était seul face au but. Et au final Monaco qui va se faire punir, et une nouvelle fois sur une absence individuelle avec un Maripane doublement aux abois parce que c'est lui qui couvre le joueur strasbourgeois. Il revient sur lui et il se fait enrhumer comme si c'était un minime. Ouais. Et tout ça, c'est à cause de Moreno, c'est un tocard, voilà, c'est tout, je le dis. Voilà, ceci est un troll, rassurez-vous. Tout ça... Non, c'est pas de la faute de Moreno, c'est de la faute de Jardim qui avait pas fait de prépa physique. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Oui. C'est vrai, alors, on le sait, Maripane, sa vitesse, c'est pas son fort, et puis, il s'est fait déposer. Moi, Zoé, je me souviens de lui, et Laurel disait en interview d'après-match, c'est vrai, il était rentré, vous vous souvenez de ce 2-2 de début de saison où on doit jamais faire match nul, on doit l'emporter. Zoé était rentré à la mi-temps, il avait quand même bien mis le feu, et Maripane, d'ailleurs, c'était sa première titularisation, je crois. Et il jouait axe droit dans une défense à 5, enfin à 3, oui, voilà. Oui. Oui. Et il avait pris le feu avant que Zoé se blesse. Bon, là, Zoé, je crois que c'était sa première titularisation. Et oui, il a totalement pris de vitesse, déposé Maripane. Il y avait une petite alerte aussi auparavant où Thomasson s'était créé une bonne occasion. Mais donc Zoé qui va centrer, et puis il y a Jorge qui reprend seul face à Lecomte dans les 6 mètres pratiquement. Donc bon, c'est quand même une très grosse opportunité que le Réunionnais, je crois, enfin je sais plus, bref, Ludovic Ajorc va concrétiser. J'ai pas fait de faute cette fois-ci. Bien vu. Et tu l'as dit, nous concrètement, on a quoi à se mettre sous la dent comme occasion? On a le Henrix, voilà, qui est désaxé. On a des situations parce que on était à 6 frappes, c'est ça à la mi-temps. Maintenant, il y en a aucune cadrée. 6 frappes, 0 cadré. Avec les habituelles frappes de Golovin qui sortent du stade, les 2-3 coups de pied arrêtés très mal tirés par Fabregas ou Golovin. Soit les corners qui ne décollent pas du sol, soit les coups francs qui vont directement dans les genoux adverses. Ça manque un petit peu de hauteur pour un coup franc peut-être. Donc là encore une fois, le coach n'y est pour rien. Enfin, il y est parce qu'il a mis ces joueurs-là sur le terrain, ok. Mais malgré tout, là au bout d'un moment c'est problématique dans ce sens-là. Et sur le but, ce qui est problématique, c'est l'attitude de Maripane qui laisse quand même passer le joueur avec une trop grande facilité. Derrière également, certainement que la défense qui s'ensuit n'est pas la meilleure possible. Lecomte, pour le coup, lui, n'a pas grand-chose à se reprocher sur cette situation. Mais encore une fois, on est plombé par une erreur individuelle et par un réalisme froid de nos adversaires, parce que d'un autre côté, quand on fait des erreurs, on en fait des vraies et des belles, et ce qui fait que ça donne tout de suite des vraies grosses situations de but à l'adversaire. Et qu'à ce niveau-là, même si Ajorc c'est pas un crack, loin de là, c'est quand même un joueur adroit devant le but, et ça fait mouche. Face à nous, en tout cas, tu pourrais croire que Ajorc c'est un crack, parce que l'année dernière, il faisait un but all time, oui, c'est vrai. Ouais.
C'est vrai. Donc on se retrouve mené 1-0 à la mi-temps. Et là, Voilà. on espère tous la rentrée de Jovetic pour faire Ouais, simple. ouais, exactement, ouais. Parce que possession stérile, tu vois que Ben Yedder, il est en souffrance, enfin, il est quasi Il a la tête inexistant. à Barcelone. Ouais. Ouais, pourtant, il aime le club, je comprends pas. Bref. C'est son club de cœur, merde. Moi, j'attends un changement, très clairement, et tout de suite. Il n'y a pas de, allez, je pousse une gueulante et je vous laisse 10 minutes pour voir si ça change. Non, tu dois repartir. Tu dis qu'en fait, le match doit démarrer maintenant. On oublie la première période. Moi, honnêtement, j'étais pas si défait que ça. Enfin, je trouvais ça un petit peu raide quand même qu'on soit mené 1-0. Ouais, Mais très honnêtement, je me disais, tu fais rentrer Jovetic, tu continues avec cet état d'esprit-là, ça va finir par le faire. Malheureusement, on va vivre au final une deuxième mi-temps encore vraiment très mauvaise. Parce qu'à la mi-temps, t'as 66, ok, pourquoi pas, t'as 66% de possession de balle. C'est quand même pas mal. Tu te crées 6 tirs, 0 cadré, tandis que Strasbourg, de l'autre côté, ils ont 3 tirs, 2 cadrés. Enfin voilà, c'est du réalisme, mais c'est aussi, je veux dire, de la justesse, tout simplement, des joueurs qui se trouvent dans de bonnes positions pour cadrer leur frappe aussi, tu vois. L'animation offensive et dans les 30 derniers mètres, c'était impossible. Et puis les latéraux, ils sont pas capables d'apporter des différences ou de faire des centres convenables. Donc tu pars déjà quand même avec un bon handicap. Donc la seconde mi-temps reprend. Et pour autant, tu vois aucun changement. Enfin, tu vois pas de changement, en tout cas dans la mentalité, dans l'approche des joueurs. Moi, je vois rien. Et je vois Strasbourg qui joue au foot, qui continue en fait ce qu'il sait bien faire. Et qui logiquement, on va dire presque c'est mérité, qui appuie et qui vont mettre un second but. Oui, et un second but qu'on sent arriver malheureusement, et en plus un second but qui sera suivi très peu de temps après d'un troisième, et là à 3-0 tu te dis mais c'est pas possible, c'est un cauchemar quoi. Et Thierry Lauré et Strasbourg, ils avaient souillé Thierry Henry l'année dernière. Bon, Thierry Henry qui était quand même à 10 contre 11 très rapidement dans le match et avec des joueurs totalement différents. Là, Thierry Lauré sera une nouvelle fois amusé, cette fois-ci de Moreno, avec un petit 3-1, parce que Jovetic va marquer, vous le savez, mais voilà, pourtant les joueurs sont complètement différents. Encore une fois, je n'incrimine pas le coach, tu as fait un second point sur les joueurs, ce sont eux qui sont sur le terrain également, même s'ils doivent appliquer les principes du coach. Et les choix des joueurs qui sont faits à 2 ou 3 près, sinon ça reste, enfin, je veux dire, l'équipe tient la route. Ouais, mais en plus tu dis ils doivent appliquer les principes. En l'occurrence, ça quand même, il faut le reconnaître, les principes du coach sont complètement différents de ceux de Jardim. Donc on pouvait se dire on n'a pas un groupe, on n'a pas des joueurs faits pour comme aimer jouer Jardim, à savoir être solide défensivement et opérer en transition, en contre-attaque. Peut-être qu'on a certainement évidemment des moins bons joueurs qu'en 2017, c'est une évidence, mais également voilà, ça passait plus trop. Pour le coup là, c'est quand même une philosophie de jeu complètement différente, mais les joueurs n'ont pas l'air non plus de se sortir les doigts du cul quoi, pour parler un peu vulgairement. Donc c'est pour ça, encore une fois, même si je n'étais pas d'accord avec la composition d'équipe et que pour moi, ces problèmes, il y avait quand même 2-3 incohérences dans la compo, t'es quand même censé faire beaucoup mieux, quoi. Ouais, t'es censé faire mieux. Et puis, il y a aussi, on va dire, dans la mentalité des joueurs, tu vois, qui ont lâché des trucs qui sont déplorables sur le troisième but, le but sur corner. Je l'ai pas vu, celui-là. Ah ouais, attends, il y a 8 monégasques dans la surface. T'es pas un vrai supporter. Non, mais j'ai remis à la 85e et j'ai vu le but de Jovetic, ça m'a fait plaisir. Ouais. Écoute, je vais te raconter un truc. Il y a 8 défenseurs monégasques dans la surface, il y a seulement 3 Strasbourgeois dans la surface. Et c'est un Strasbourgeois qui remporte son duel et qui marque. Alors que pourtant, on nous a fait pareil, tout un foin. Maintenant, avec Moreno, on travaille les coups de pied arrêtés. Exactement. C'était un mal aussi qu'on soulignait avec Jardim. Je me souviens aussi du match à Bordeaux, là, où on se fait égaliser sur corner, là. C'est à peu près le même cas de figure, quoi. Sauf que Bordeaux, ils sont chez eux, ils doivent revenir au score, donc il y avait peut-être plus de présence dans la surface. Là, Strasbourg, ils mènent 2-0, ils sont en pantoufles. Et ils sont que 3 dans la surface et ils viennent te mettre le 3e. On prend un but par Mitrovic, enfin bref.
c'est la totale. Mitrovic, voilà. hier, c'était Thiago Silva, quoi. Et on se fait une nouvelle fois ridiculiser, quoi, par Strasbourg. C'est des choses qui doivent même pas arriver au sein du club. Se faire avoir comme ça 2 fois de suite à domicile. Voilà, ça fait maintenant 4 matchs qu'on n'a pas battu Strasbourg. Voilà. Les accidents de parcours, ça arrive à tout le monde, même au grand club. Il y a des surprises tous les week-ends, assez souvent. Mais là, le problème, c'est qu'en fait, le parcours est un incident. Là, c'est plus des incidents de parcours. L'incident de parcours, c'était le match au parc, presque. C'est ça qui était un incident. C'était un match qui sort de nulle part. Mais ce qu'on a vu hier, en fait, c'est le parcours du club depuis 1 an et demi maintenant. Ouais, tu peux même voir un peu plus large pour ceux qui annonçaient déjà un certain déclin, en fait, du... La saison d'avant n'avait pas été très bonne d'un point de vue jeu, mais il y avait encore on termine à l'arrache et il y avait 2-3 tauliers encore. Il y avait Fabinho qui était là, il y avait Neymar, même s'il a beaucoup été critiqué, il avait quand même permis d'obtenir quelques points à droite à gauche. Mais bon. Donc voilà, je pense que de toute façon, on va pas non plus s'apesantir plus que ça sur la rencontre en tant que telle. Voilà, on a fait le tour, on a été complètement inexistant. Et encore une fois, pour moi, c'est avant tout les joueurs qui doivent se remettre en question. Et dès cette semaine, en coupe, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Hein. On reçoit Saint-Etienne mardi ou mercredi soir. Ah oui, putain, ça arrive aussi. Oui, c'est ça. Voilà, on attend un réveil. Tu vois, merde, je me disais, le prochain match dans 1 semaine et tout, je dois ranger mon frein et me rappeler de la défaite contre Strasbourg pendant 1 semaine. J'avais complètement oublié ce petit intermède, ce petit match de coupe. Voilà, là concrètement, je veux pas voir Fabregas, quoi. Enfin, je veux pas le voir démarrer, je veux voir autre chose, je veux que. Je veux avoir de l'envie, surtout, encore une fois, même si clairement j'ai pas envie de voir Dias, j'ai pas. Mais à la limite, ok, il me met Dias, mais je veux voir une équipe qui se bat, une équipe qui se défonce, une équipe. Voilà, c'est surtout ça que j'ai pas envie de voir. Un tel ou un tel, bien sûr qu'on a tous nos choix, on a tous nos avis. Il y en a qui vont dire que ok, Fabregas il est pas bon, mais c'est surtout Glick ou Maripane ou Ballo Touré. Le problème il est plus global, il est plus dans l'attitude que réellement les joueurs individuellement, quoi. Ouais, ça peut paraître contradictoire sur ce que je vais dire, mais là, parce qu'on se plaint du fait qu'il fasse jouer, par exemple, Dias ou des joueurs comme ça, mais j'aurais aimé, en tout cas, de la part de Moreno, une redistribution des cartes réelles, comme quand un nouveau coach arrive, une manière d'impliquer un peu tout le monde dans l'effectif, de faire une petite revue d'effectif, même si les matchs contre Paris ne permettent pas forcément ça, tu as envie de mettre la meilleure équipe possible et tout, tu vois, mais ouais, franchement, je pense qu'il aurait pu un peu mieux faire aussi sur la rotation, ou sur, tu vois, plutôt que de mettre 3 fois de suite Henriks, pourquoi tu lances pas Aguilar, tu vois, c'est des interrogations comme celle-ci et des points sur lesquels je suis un peu, pas stupéfait, c'est pas le mot, mais j'aurais aimé qu'il agisse différemment, en tout cas. De toute façon, avec ce qu'ont montré même tous les joueurs hier soir, il va falloir qu'il y ait des changements. Encore une fois, le but c'est pas non plus de changer le 11 complètement. Je pense quand même qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour se rendre compte qu'il y a quand même certains éléments qui sont un peu plus incriminés que d'autres. Donc voilà, justement on va faire rapidement maintenant les prestations individuelles. Un très bref point, ouais. En tout cas, on va au moins faire le point top et le point flop. Le point top, je pense que on peut... Hop, next, on peut l'oublier. On peut déjà l'oublier. Si t'en as un. Oui, j'en ai un malgré tout. C'est l'entrée de Jovetic et son but en fin de rencontre. Et qui en plus... Alors, c'est pas parce qu'il avait... Peut-être que s'il avait été titulaire, ça aurait pas changé au final le fond du problème. Il n'empêche que beaucoup souhaitaient le voir titulaire, il n'empêche qu'il est rentré et qu'il a apporté des choses et qu'il a marqué un joli but. Après, on aurait plus vu Ben Yedder, je pense, s'il avait commencé le match, mais bon. Peut-être aussi. Après, encore une fois, on ne saura jamais. Les faits sont là, il est rentré, il fait une bonne rentrée, on marque un but. On en prend 2 aussi, hein, parce qu'il y a un 0 au moment où il rentre. Hein. Oui. Donc faut pas non plus oublier ça, mais voilà. Et c'est lui qui perd le duel de la tête qui est au duel avec Mitrovic.
Mais voilà, je le répète, il y a... Mais en même temps, est-ce que c'est à Jovetic T'as pas vu le match encore, Non, merde. pas le match. J'ai pas vu le Déjà, contre Saint-Privé Saint-Hilaire, tu nous as fait croire que tu avais suivi le match et t'as participé au débrief, t'avais rien à foutre là. Là, maintenant, tu vas me dire que t'as préféré regarder le tennis. Ah non, hier soir, il n'y avait pas de tennis. Mais non, enfin bon, voilà. Mais non, mais oui, la vraie question qu'on peut se poser, du coup, c'est l'information que tu viens de me donner. C'est logique que ça soit Jovetic au marquage sur Mitrovic? Non, parce que je t'ai dit qu'il y avait aussi 8 joueurs quand même monégasques dans la surface. Je pense que sur 3 joueurs, tu peux au moins peut-être en avoir 2 du coup sur chaque. Ou normalement, des vrais gros joueurs de tête. Enfin, tu vois, tu mets pas Jovetic. Enfin bref. Donc du coup, là aussi, c'est un problème de répartition et potentiellement de dépassement de fonction de certains joueurs. Sur le but, et je veux pas faire l'extincteur, mais on l'a pas décrit le but qu'on marque quand même. Mais en vrai, si t'as un défenseur, c'est Djikou là qui fait une relance mais terrible, qui reprend la balle et qui la donne dans les pieds de Ben Yedder, qui est pratiquement au 20 mètres plein axe et qui peut du coup décaler Jovetic. Jamais on doit le mettre, jamais on doit marquer ce but en vrai. Mais bon, c'était une fleur que nous a fait Strasbourg, hein, par exemple. Oui, après, il y a aussi Glick qui avait tapé la barre. Voilà. Oui, les erreurs, on en fait. Ouais, voilà. Ils en ont fait une aussi. Voilà. Mais... Les buts, de toute façon, sont souvent consécutifs à des erreurs. Oui, mais pour dire que c'était pas non plus construction, un truc, un jeu cliché. Mais ça venait du coup peut-être d'un pressing un peu plus haut, un pressing qu'on avait pu voir face au PSG et qu'on a moins vu hier. Enfin, de toute façon, on n'a pas vu grand-chose hier. Les flops maintenant, du coup, je pense que les flops, je sais même pas si... Il y a de quoi faire. Est-ce que réellement on peut incriminer plus un tel ou un tel? Encore une fois, oui, il y en a certains qui n'ont... Moi, je fais un lot, en fait. Ouais. Mais très honnêtement, là, j'ai envie de mettre un petit peu l'ensemble de l'équipe dans le même panier, quoi. Ouais. Ouais, j'ai une petite mention pour Maritane, pour Henrik quand même, que je trouve que tu défends, mais en soi, offensivement, c'est 0. Ouais, offensivement, c'est 0, et puis il est quand même petite glissade sur le second but, enfin des trucs, ça va pas du tout en fait. Donc en fait, j'ai pas l'impression que c'est un latéral droit. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est un joueur qui est polyvalent, mais qui est bon nulle part en fait. Et tu sais pas c'est quoi vraiment ses caractéristiques propres. Oui. Un coup il joue 6, un coup t'as l'impression qu'il te fait la même prestation, il a exactement le même volume de jeu qu'il soit en 6 ou en arrière droit. Pourtant ça me plaisait au tout début de saison de savoir que Henrik allait pouvoir jouer au milieu. J'avais envie de tenter ce truc là vu que le joueur je le voyais pas trop sur les ailes, mais bon voilà, c'est comme ça. Oui, puis qu'on avait recruté Aguilar, donc on se disait oui voilà, en plus oui. Mais donc voilà, après le reste de l'équipe, il y a pas grand chose, voilà. Aucun n'a réellement fait de bonnes choses dans le match par période. De temps en temps, il y a eu 2-3 bonnes choses évidemment, mais bien trop peu pour pouvoir espérer un résultat contre une équipe de Strasbourg, à défaut d'être grandiose, sérieuse et appliquée. Et qui se retrouve 7ème du classement, tandis que Monaco glisse à la 12e place. Oui. Strasbourg, 3ème victoire de la saison, je crois, à l'extérieur. Donc ça reste quand même... C'est un petit bilan. Et Monaco, la dernière fois qu'ils avaient été menés 3-0 à domicile, c'était face à Paris. Oui. Voilà, au niveau des stats. Bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais... Oui. Ouais. Du coup, parce que je m'attendais à un truc, c'était il y a 3 ans. Ouais, je sais, j'ai vu que tu avais bugué. Ouais, c'était les petits stats. Quand Pat n'est pas là, j'essaie de prendre un petit peu la relève, mais voilà. Prochain match, du coup, tu l'as dit, Saint-Étienne en coupe. Saint-Étienne qui a gagné hier contre Nîmes, qui sera, du coup, notre prochain adversaire en championnat. Samedi prochain, c'est déplacement au Costières à Nîmes. Ouais, je m'étais dit que je me motiverais peut-être à y aller. C'est pas si sûr, finalement. Ouais. C'est pas si sûr. En tout cas, voilà, ça sera l'occasion pour nous de vous proposer donc la prochaine émission ce mardi soir. Je crois qu'on joue mardi, mais bon, de toute façon, vous corrigerez de vous-même si la rencontre a lieu mercredi, en espérant voir de bonnes choses, la qualification évidemment, mais également voir des joueurs qui se battent un petit peu et qui mouillent le maillot, et en espérant aussi d'ici là que Ben Yedder soit toujours un joueur à la diagonale. Sinon, la fin de saison va être une nouvelle fois un long chemin de croix. De toute façon, même s'il reste, ça peut paraître compliqué, mais clairement s'il part, là, j'aurais plus
plus grand espoir pour se faire plaisir jusqu'à la fin d'année. Ouais, c'est clair. On aura cassé un duo qui aura bien fonctionné. Ben, on en parlait tous les deux dans la Gazette. Et sinon, donc, le Monaco Saint-Etienne, c'est mardi 28 janvier, 20h55. Donc c'est bien mardi. C'est l'impression que j'avais, mais je n'en étais point sûr. Voilà, bon bah merci Adrien de m'avoir accompagné pour ce débrief de la tristesse, alors que c'était censé être le débrief du renouveau. Du début du renouveau. Voilà, mais c'est ce que j'avais dit aussi en fin de Gazette, que pour moi réellement là ça commençait ce week-end, que les 2 matchs face à Paris et les 2 matchs de coupe étaient un petit peu à mettre à part. Là c'était vraiment la première rencontre de championnat contre une équipe classique de Ligue 1 à domicile, avec un groupe malgré tout quasiment au complet, et bah voilà, on a vu ce que ça a donné, donc ça fait un petit peu peur. Voilà. Et surtout, ouais, faites-nous part également de votre ressenti concernant la situation du club, et puis ce qui a été dit dans ce débrief. Voilà, on vous répondra avec plaisir. Oui, et encore une fois, le point sur la politique globale du club sera certainement le sujet d'un prochain Club Mounegou à venir. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Le prochain rendez-vous, c'est donc mardi, peut-être en direct. D'ici là, portez-vous bien et draguez Mounegou. Et bisous.